Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce Business Club de France sur BFM Business, spécial Salon des entrepreneurs où nous sommes installés. Merci à toutes les équipes des Échos de nous accueillir sur leur plateau de TV pour cette émission de radio exceptionnelle. Comme vous le savez, ce salon fête ses 20 ans, l'occasion de revenir sur 20 ans d'entrepreneuriat en France, entre lois et nouvelles lois, alternance gouvernementale. J'ai fait mon petit compte, 4 présidents de la République, 8 premiers ministres et certainement autant de lois et de nouvelles réglementations. Mais pour quel résultat 20 ans plus tard? Alors en pleine crise, depuis 5 ans, le chômage est toujours aussi fort. Entreprendre dans ce pays devient-il toujours un véritable casse-tête? En tout cas, la plupart des entrepreneurs nous disent aujourd'hui c'est lourd, c'est compliqué. Et curieusement, 20 ans plus tard, ou en 20 ans, on va dire, jamais un président ou un Premier ministre au pouvoir n'a occupé une fonction dans le privé à la tête d'une entreprise. On peut se poser beaucoup de questions. Alors dans ce pays, il y a des talents, les talents ne manquent pas. Nous allons le voir avec les entrepreneurs invités dans cette émission et ne nous laissons pas abattre, comme le dit le directeur général de ce salon. Eh bien, les choses ont peut-être changé, mais la vocation de ce salon, elle n'a pas bougé. C'est la création, c'est apporter des réponses concrètes aux porteurs de projets, c'est accompagner les chefs d'entreprise dans le développement de leur activité et c'est surtout insuffler l'envie d'entreprendre aux Français. Est-ce que c'est encore possible? On va en débattre. Marie-Thérèse Bertini, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente et fondatrice de MTB. Que faisiez-vous il y a 20 ans? Il y a 20 ans, j'étais déjà présidente de MTB. Oui, vous l'avez créé il y a 25 ans. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que vous faites à MTB? Alors MTB, nous sommes en fait une société de services en informatique, de gestion. Et nous apportons aux grands comptes, parce qu'on travaille surtout avec des grands comptes, des systèmes en général plus performants que nos concurrents. Voilà. Ouais. Alors nous sommes en public, je vous demanderai de parler un tout petit peu plus près du micro pour que tous les auditeurs puissent bien vous entendre. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre pour en finir avec la fabrique des chômeurs. Et là vous dénoncez, on va rentrer dans le détail tout à l'heure, mais vous dites que notre société est malade du travail. Qu'est-ce qu'on peut dire? On va détailler le livre, mais qu'en 20 ans, ce qui a été fait n'a pas été réellement efficace. Ah oui, totalement. C'est plus que pas efficace, c'est complètement inefficace. C'est l'inverse. Ouais. Ça encourage. En fin de compte, je pense qu'on fabrique des chômeurs, c'est ce que je dis, au lieu de traiter l'emploi. Oui. Vous nous direz, hein, qu'est-ce qui fait qu'on fabrique des chômeurs dans ce pays et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Traiter l'emploi. Voilà. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'on ne va pas regarder 20 ans en arrière, on va regarder 20 ans en avant, hein, dans un instant. Je voudrais saluer Agnès Bricard, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Vous êtes présidente du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Merci d'être avec nous. On va évoquer dans un instant, vous avez fait beaucoup de choses durant votre présidence. Je sais qu'il y a des élections au mois de mars là, qui arrivent, et des choses très concrètes. À chaque fois, vous vous dites, tiens, là, il y a une faille, on va y aller, on va construire quelque chose, on va mettre quelque chose en place. Je sais que vous vous intéressez beaucoup aux TPE et aux PME. Et notamment, vous avez créé, c'est une de vos peut-être plus importantes réalisations, on va dire ça comme ça, c'est l'assurance santé entreprise. 6 ans déjà. 6 ans déjà que sur les entreprises, comme pour les particuliers, quand on tombe malade, on a eu l'assurance maladie par De Gaulle, on s'en souvient tous en sortant de guerre. Ouais. Et nos entreprises, on n'avait pas envisagé qu'au moment où elles tombent malades, c'est-à-dire elles n'ont plus de trésorerie, eh bien, pourquoi pas prendre une assurance qui permet de payer ceux qui vous accompagnent dans les solutions qui existent en France. Et les solutions, elles fonctionnent à 75%. Ouais. Donc il faut être accompagné. Et c'est au moment où il n'y a plus de trésorerie qu'on vous dit, faites-vous accompagner. Mais avec quoi? Ouais, D'où cette c'est trop tard. assurance qui s'appelle cette assurance prévention Ouais. et qui coûte que 120 € pour une entreprise individuelle, c'est-à-dire 10 € par mois. Par mois. Et il y a 7 compagnies d'assurance qui nous suivent sur cette idée en approche des risques. Je crois qu'on a tenu là un vrai discours, mais une vraie action concrète. Ouais. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est plein de bon sens, mais ça fonctionne, ça apporte quelque chose. Moi, j'apprends que je vais m'inscrire, par exemple. Voilà, vous avez une nouvelle. Alors, un autre combat, on va le détailler bien entendu, hein, tout au long de cette émission, c'est le financement de bas de bilan et l'accès au crédit bancaire pour les TPE-PME. Mais là, je vais vous dire, le nombre de chefs d'entreprise que je peux recevoir dans cette émission me disent tout simplement que pour se financer, on tire toutes les ficelles possibles, imaginables, mais rarement celle du banquier. Donc là, vous arrivez à négocier quelque chose. Oui, parce qu'on a pris la position du banquier qui cherche, entre lui et l'entreprise, à avoir une sécurité supplémentaire. Et la sécurité supplémentaire qui était évidente, c'était l'expert comptable. C'est vrai que quand un expert comptable présente un dossier à un banquier, plus facilement le banquier dit oui, parce que c'est un professionnel, l'expert comptable. Mais du coup, on a industrialisé le process en disant systématiquement, si un expert comptable vous présente le dossier, notamment sur les bas de bilan où vous avez, vous, aucune perspective d'avenir sur les TPE parce que c'est un seul dirigeant ou une seule dirigeante qui tient toute seule. Et donc les perspectives d'avenir, il faut que vous soyez renforcés dans une garantie. Et c'est ce que les experts comptables ont fait en disant on valide les hypothèses de travail
qui sous-tendent les prévisionnels. Donc voilà ce qu'on a fait pour les bas de bilan, parce que le banquier ne voyait pas au-delà d'un an dans la TPE. On va développer tout cela, mais ce que j'aime bien, c'est que c'est plein de bon sens et que ça fonctionne. C'est une mesure concrète et pas des paroles en l'air. On va développer tout ça dans cette émission spéciale du Business Club de France. Bonjour Thibault Langsad. Bonjour. Président d'Acoba, président de l'association que vous avez fondée qui s'appelle Positive Entreprise et surtout candidat à la présidence du MEDEF. Ça, c'est tout nouveau, c'est cette semaine que vous De ce matin. Voilà, vous l'avez annoncé. Juste un petit mot. D'abord, pour les auditeurs qui ne vous situent pas, Acoba. Présentation Acoba, c'est d'entreprise. une jeune entreprise qui a été créée il y a 4 ans. C'est encore un peu une start-up qui s'est lancée dans l'univers des moyens de paiement. On bénéficie d'une dérégulation européenne qui permet en quelque sorte de proposer des solutions de paiement. Alors concrètement, ce sont des cartes bancaires, des cartes prépayées, des cartes post-payées qu'on offre à des institutionnels, à des corporates et à des sociétés. Et puis vous êtes donc, je le disais à l'instant, un entrepreneur très, très engagé dans le monde des entreprises. Vous avez fondé cette... Juste un petit mot sur Positive Entreprise, parce que j'aime bien l'idée de rapprocher l'entreprise des jeunes. Mais ce qui m'inquiète, c'est que ça voudrait dire qu'il y a un gap énorme entre le système éducatif, les jeunes, et le monde des entreprises. Alors, Positive Entreprise est né d'un livre qui s'appelle Génération 35 heures et qui a mesuré en quelque sorte le niveau de méfiance et de défiance des jeunes à l'égard de l'entreprise, alors qu'ils ne se sont pas rentrés encore dans le monde de l'entreprise. Et c'est vrai qu'il y a sur l'amont un travail gigantesque à faire pour parler de l'entreprise, de parler de ses succès, de l'épanouissement professionnel au travail, et de ne pas aborder l'économie uniquement sous ses dysfonctionnements, le chômage, la pénibilité. Et quand on regarde un certain nombre de manuels, de cours, on s'aperçoit que l'économie, parfois c'est très macro et pas micro, et qu'on a du mal à valoriser nos talents. Je vous trouve très diplomate, parce que certains manuels, qu'est-ce qu'on va regarder? C'est les faillites. C'est pour ça que je vous le dis, on parle des dysfonctionnements et jamais de l'épanouissement au travail. Voilà. Et quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est toujours on essaye de minimiser, on parle d'un salon de coiffure, on parle d'un petit commerce. Bien évidemment, c'est aussi l'entrepreneuriat, mais il y a des success stories en France dont on peut être fier, qu'il faut montrer et valoriser. Et on ne le fait pas assez. Et on le fait pas assez. Mais là aussi, ça veut dire quoi? Que le monde enseignant n'a pas assez de connexion avec le monde des entreprises est un monde qui est très cloisonné. Les sciences économiques et sociales n'ont eu de cesse de revendiquer d'être une science. Je ne suis pas certain que les sciences économiques et sociales, ce soit une science proprement dit. Elle doit être au plus près des préoccupations des entreprises. Elle doit être pragmatique. Et je pense que redonner du pragmatisme dans l'économie, ça relève du bon sens. Ça relève du bon sens, c'est un vaste programme. Exactement. On va en parler, on va le détailler. Je voudrais saluer Nicolas Dodifré, bonjour. Bonjour. Cofondateur et président de A Little Market. Un petit mot de présentation de Little Market en quelques chiffres peut-être? Oui, alors A Little Market, en fait, c'est un site internet qui permet à des créateurs et des artisans, donc des micro-entreprises, de vendre directement aux consommateurs sur Internet. Donc vous me demandez quelques chiffres pour vous représenter les choses. A Little Market, aujourd'hui, c'est 40 000 créateurs et artisans qui vendent sur notre site plus d'1 million de produits uniques et faits main. Ouais. Vous avez lancé Little Mercerie, la déclinaison, et récemment Little Épicerie. Exactement, vous êtes pour bien renseigné parce que ça date d'hier. Oui. Et notre vision, en effet, c'est vraiment d'aider la micro-entreprise sur Internet à vendre et à se distribuer. On a beaucoup étudié ce monde de la micro-entreprise. On s'est aperçu que c'était parfois pas facile de se développer, et notamment sur Internet, alors que c'est un outil fantastique pour elle. Et vous êtes en train de me dire là finalement que ces artisans qui fabriquent et qui vendent sur votre site ont créé leur propre emploi? Oui, tout à fait. Et parfois, ils en créent même au sein de leur structure, micro-entreprise. On en a qui ont commencé à recruter 2-3 personnes. Donc nous, on avait estimé qu'on avait aidé à créer plus de 4000 emplois. Donc sur nos 40 000 artisans créateurs, certains étaient déjà artisans créateurs avant de venir chez nous, mais certains ont été débloqués par l'offre qu'on leur a proposée. Donc c'est vrai qu'on ne parle pas souvent de ces micro-entreprises, et ça représente un gisement potentiel de création d'entreprises et d'emplois très très important en France. Voilà donc pour ce tour de table, une manière de mieux vous connaître. On va rentrer dans le détail. Alors on va être très clair, on ne va pas rester 20 ans. Ce qui s'est passé, on voit le résultat aujourd'hui, on n'y est pas tout à fait. En revanche, ce qui est intéressant, c'est être la force de proposition. Et on vient de voir dans ce tour de table qu'il y a des possibilités de faire avancer les choses. Et c'est ce qui nous intéresse dans le Business Club de France. Marie-Thérèse Bertini, juste avant la pause, mais je vous redonnerai la parole après, sur votre livre, Pour en finir avec la fabrique des chômeurs. J'ai entendu vos coups de gueule en plusieurs reprises. Curieusement, ces derniers temps, lorsqu'on a parlé de chômage, on s'est focalisé sur le chômeur qui était trop indemnisé. On a presque oublié de parler de l'emploi. C'est ce qui m'a un peu surpris dans le débat. Vous l'avez ressenti comme ça? Enfin, c'est pas tellement que le chômeur soit trop tout ce que vous voulez, c'est plutôt que vraiment l'adéquation entre quelqu'un qui a besoin de travailler et l'entreprise n'est absolument pas faite. C'est-à-dire qu'on ne parle absolument pas de
de trouver éventuellement de l'argent pour promouvoir l'emploi. On trouve de l'argent partout pour promouvoir le chômage, mais on n'encourage absolument pas l'emploi. Est-ce qu'on n'est Le pas chômage, il est indemnisé, il est traité. Il y a des milliers de gens chez Pôle emploi dont la dernière trouvaille a été d'embaucher 12 000 personnes de plus pour traiter les chômeurs parce qu'il y en a trop. Donc si vous voulez, tout ça, ça va dans le sens de la fabrique des chômeurs. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans la caricature là quand Ah même? non, pas du tout. Mais non, alors là, moi, je suis PME. Je vois bien toute la journée ce que je vois quand même. Ah non, non, c'est pas la Mais caricature. ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire C'est que quelqu'un, par exemple, que j'ai embauché au bout de 2 heures, me dit « Ah madame, il faut que je m'absente parce que Pôle emploi m'a demandé de revenir voir si vraiment ça va bien avec vous. » Et elle est partie, elle n'est jamais revenue. Voilà, un exemple. Oui, mais enfin bon, ça peut arriver à un moment où Non, ça non, marche non, pas. tout le temps. Où il y a... Non, c'est sans arrêt qu'on voit une inadéquation totale entre la volonté de réduire le chômage et la volonté d'entériner le fait. Enfin, il faut réduire le chômage et on ne traite pas du tout l'emploi, jamais. Vous êtes en train de m'expliquer que la machine Pôle emploi, pour la Ouais, citer, entre autres, est une machine qui... à créer du chômage. Voilà, et qui conforte les chômeurs dans leur Ah oui, dans et leur puis qui coûte position. très cher. Non mais c'est Moi, il me d'accord, mais coûte je ne suis pas sûr 150 000 qu'un chômeur soit heureux d'être chômeur. Non, mais on ne va pas aller jusque-là, dire que le chômeur, il est heureux d'être chômeur. En tout cas, il n'est pas malheureux d'être chômeur. Parce que moi, j'ai embauché des tas de gens qui sont repartis et qui ne veulent pas de formation, qui veulent être dans le confort de on va s'occuper de moi de façon douce et gentille, etc. C'est pas possible, ça. C'est le seul pays au monde qui traite les chômeurs comme ça. Les difficultés que vous avez avec Pôle emploi, puisque vous dites que Pôle emploi fabrique finalement des chômeurs, vous avez des relations, vous, en tant qu'employeur potentiel, avec Pôle emploi, qui est censé vous apporter des annonces lorsque vous cherchez quelqu'un? Alors, j'en ai une pour le moment, une seule, c'est que je paye 150 000 € par an pour Pôle emploi et que ça ne me rapporte rien. Voilà, le premier niveau au niveau de la PME que je suis, 150 000 €. C'est-à-dire c'est l'équivalent des cotisations, c'est Voilà, ça? enfin, c'est l'ensemble de ce que ça me coûte. Deuxièmement, je ne peux plus jamais organiser ce que je pouvais faire avant Pôle emploi. C'est-à-dire quand il y avait encore le système précédent, je pouvais organiser des meetings où on faisait revenir des chômeurs, alors on leur parlait, on leur présentait l'entreprise. Il n'y a plus moyen d'organiser quoi que ce soit avec Pôle emploi. Rien du tout. Et ils ne veulent absolument plus s'occuper de nous. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est une PME comme une autre. Ils n'ont jamais réagi? Parce que vous y allez Non, pas ils de ne maman, réagissent généralement. pas, ils font rien. Ils font rien, ils ne donnent aucune suite à rien. Ouais. Et deuxièmement, comme je viens de vous le dire, ça crée quand même un contexte psychologique qui ne va pas du tout. Ouais. Alors, bon, ce qui m'intéresse maintenant, c'est on va regarder l'avenir. Qu'est-ce Qu'est-ce qu'il faut faudrait faire? Voilà, c'est assez simple. Je pense que chez les demandeurs d'emploi, il y a énormément de gens positifs qui, si on les fait passer par un circuit de formation, de prise en main, etc., ils sont tout à fait capables, au bout de quelques mois, d'avoir un job. Alors moi, je viens d'en embaucher 15 là, lors du dernier passage à Canal+. J'ai eu 150 candidatures. Alors voilà, par exemple, vous passez sur un canal, ici, aujourd'hui. Ouais. Dans 8 jours, je vais avoir 100 candidatures. Parce qu'ils vont nous entendre. Donc vous utilisez les médias finalement pour passer. Absolument. Non, mais c'est les gens qui écrivent, hein, c'est pas moi. Non, les mais gens qui j'imagine, écrivent. ouais. Et alors, J'imagine. parmi ces gens, il y a de tout. De tout. Eh bien, dans les 15 candidatures que j'ai embauchées, il y a un scénariste, un journaliste. Ouais. Enfin, il n'y a pas du tout quoi que ce soit de ce qui me sert à moi. Hein. Ah ouais, vous êtes dans la techno. Voilà, hein, voilà. pour- Moi, je suis voilà. dans l'informatique de pointe en plus, Ouais, de ouais. logiciels de pointe. Donc, il n'y a pas un seul gars qui a donné une réponse qui me sert à quelque chose. En revanche, comme ils sont tous partants, ils ont été emballés par le discours et tout, parce que ça, il faut qu'ils sentent qu'il y a une fougue Ouais, dans ouais. le chef d'entreprise. Ils sont tous partants pour être formés. Et donc, ils travaillent bien et donc, ils deviennent bons. Autour de cette table, vous pouvez réagir, hein, bien entendu, à ce qui est dit là, peut-être. Voilà, moi j'ai envie de réagir, mais positivement. Aujourd'hui, Pôle emploi, d'abord, a eu une fusion compliquée entre oui. les SEDIC et Douloureuse. les NPE. Mais j'ai envie de réagir positivement parce qu'aujourd'hui, un des premiers capital risqueurs en France, c'est Pôle emploi, qui donne la possibilité à de jeunes chômeurs, ou des chômeurs tout simplement, de pouvoir donner un capital qui va lui permettre de pouvoir constituer son entreprise et de lancer son entreprise. Et donc c'est un mécanisme qui fonctionne. Bon, je suis d'accord, rien n'est parfait. En revanche, vous avez des dispositifs auprès de Pôle emploi qui permet justement sur 15 mois de pouvoir récupérer une partie de vos indemnités qui va constituer le capital de départ. Et donc le premier capital risqueur, c'est un peu osé, ça peut être la NPE. Alors après, enfin Pôle emploi maintenant, donc après qu'on revoie les dispositifs d'accompagnement, les dispositifs de formation, bien évidemment, tout ceci est perfectible. Mais il faut retenir autre chose, c'est qu'aujourd'hui, quand on quitte son job, Pôle emploi peut vous donner la possibilité de démarrer une dynamique entrepreneuriale. Mais ce qui était dit, Quand même. allez-y, Là, Marie-Thérèse Bertini. J'espère que vous allez être élu pour remplacer Mme Parisot, parce que là, on travaillera ensemble. Parce que tout ce que vous venez de dire, si c'était vrai, ça, je serais très contente. Ah bah, Hein ça sur le Parce mécanisme que- de Pôle emploi, c'est vrai. Bah, Ça, c'est faux, parce que tous les c'est gens- vrai. bah, prenons- J'en suis moi-même, par exemple- j'en suis moi-même un exemple. Écoutez, prenons les gens que j'ai embauchés récemment, ils n'ont rien.
Il y a même un gars qui était au dernier truc de Canal qui a dit « Je peux même pas nourrir ma fille, je peux rien faire ». Alors tout ce que vous dites, c'est faux, parce que moi, je ne le connais pas. Ça. On va pas rentrer dans les questions techniques, mais je vous le démontrerai après. J'ai hâte qu'il soit patron de... Juste pour creuser un tout petit peu, et après je vous donnerai la parole, Agnès Bricard. Je pars du principe, je crois que c'est à peu près 10% des chômeurs chez Pôle emploi qui ont une formation pour les rendre, le vilain mot, employables. Autrement dit, qui s'adaptent effectivement à la demande aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'ose pas trop utiliser ce terme. Question basique, je vais presque faire de l'économie de comptoir, mais j'assume pleinement. Cette personne-là, rentrée dans une entreprise comme celle de Marie-Thérèse Bertini, serait formée durant une période 18 mois, 24 mois. En échange, l'entreprise bénéficierait de charges, de réduction de charges sociales. Oui. Et au-delà de 24 mois, paierait plein pot. Est-ce que ça coûterait moins cher à la collectivité? Ça a du sens. Et peut-être que cette personne, on pourrait lui mettre le pied à l'étrier et repartir. D'accord, oui, c'est une voie complémentaire de celle qu'il décrit, si elle était vraie, qui sont deux bonnes voies. Mais est-ce que c'est possible ou pas? J'ai l'impression que ça me paraît tellement plein de bon sens. Ça nous allégerait nos charges, ça serait très bien, bien sûr. Mais Agnès Bricard, vous avez regardé, par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure, on va en parler, des choses simples dont les entrepreneurs avaient besoin, et vous l'avez mis en place. Alors, pour revenir sur le chômage, il y a un nouveau directeur général, Jean Basser, qui a été nommé, qui a mis un plan d'action qui ne va pas se voir, c'est vrai, dans les quelques jours, puisqu'il y a quand même, comme on sait, à regarder ça à quelques semaines ou quelques mois. Mais c'est évident que la proposition aujourd'hui, qui serait de dire on réduit les charges sociales d'autant la personne qu'on forme dans l'entreprise, est une bonne solution. Et ça traiterait véritablement l'emploi, c'est pour ça que ça s'appelle Pôle emploi, plutôt que la fabrique de chômeurs dont parlait Mme Bertini. Mais il faut savoir qu'on ne peut pas nier que les personnes physiques actuelles au chômage ne souhaitent pas être au chômage, je le dis à 95%, ne souhaitent pas. Je le pense aussi. Et que du coup, les indemniser aujourd'hui, c'est aussi réellement regarder leur vie privée. Donc il faudrait cumuler les deux, c'est-à-dire le cumul de la vie privée qui est importante, essentielle avec les enfants, et évidemment regarder l'employeur. Donc c'est sûr que l'idée que propose Mme Bertini est une excellente idée, mais qu'aujourd'hui nos finances publiques ne peuvent pas cumuler les deux avantages et qu'il faudrait faire donc ce qu'on appelle une opération de glissement. Mais ça se fera nécessairement parce qu'il y a une vraie réflexion qu'a Mme Bertini. Donc je reviens sur des choses opérationnelles, dont justement ce que propose Mme Bertini. Pour revenir maintenant, je quitte ce que j'appelle les 25 millions de salariés et les 5 millions de fonctionnaires, parce que c'est comme ça qu'il faut appeler les choses, et je reviens aux 3,5 millions d'entreprises. Donc nous, ce qu'on a regardé, c'est qu'elles sont créatrices d'emplois, les TPE, celles qui ont moins de 20 salariés, qu'elles souhaitent vraiment embaucher, mais qu'au moment où on va chez son banquier pour dire j'ai besoin d'un montant de 25 000 euros. Pourquoi 25 000 euros? Généralement, c'est 90% des demandes faites actuellement par les TPE, les moins de 20 salariés. Et on constate dans ces demandes de bas de bilan, comme on les appelle, qu'il y a non seulement le financement du poste client, qui est important, qu'il y a non seulement évidemment le financement du stock, qui peut être important, mais il y a aussi le fait, quand on recrute un salarié, le financement de son adaptation au poste de travail, qui peut durer 3 mois, 6 mois, 9 mois. Et là, le banquier, il dit non, parce que c'est quelque chose qui n'est pas fongible. C'est quelque chose qui est immatériel. Donc aujourd'hui, quand la communauté européenne dit financer l'immatériel, oui, c'est un concept. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit on va rajouter une garantie qui s'appelle l'expert comptable. Et donc l'expert comptable, en faisant ses prévisionnels, va apporter sa garantie qui s'appelle une assurance modérée, c'est-à-dire qu'il valide la cohérence des hypothèses de travail. Oui. Et dès lors, on a signé avec les banques populaires, les premiers qui sont partis avec nous. On a signé avec LCL, l'ancien Crédit Lyonnais. Ouais. On a signé avec le groupe Crédit du Nord, qui représente quand même 9 banques, avec des marques bien connues. La première banque en France, en 1792, c'est Courtois, à Toulouse, ça appartient au groupe Crédit du Nord. Et ensuite, on est arrivé à signer avec le Crédit Agricole. Nous allons signer demain avec une autre banque. Pourquoi nous signons avec tous les réseaux bancaires? Parce qu'il faut que ça soit un dispositif où il n'y a pas de trou dans la raquette. Donc dire aux entreprises, allez vous financer vos bas de bilan avec un expert comptable en prenant tous les réseaux bancaires, ça a du sens, ça crée de la valeur, ça crée de l'emploi. Les banques jouent le jeu quand même. Toutes celles que je vous ai données jouent le jeu. Et on a même fait créer, il y a 1 an, un observatoire au niveau de la Banque de France pour suivre justement les crédits de 25 000 euros, c'est-à-dire des crédits de 3 à 7 ans à 5%. Donc quand on se plaint à juste titre d'un découvert à 12% jusqu'à 20% avec les commissions de banque, on peut dorénavant transformer ce découvert en crédit à moyen terme à 5%, parce qu'il y a un expert comptable qui apporte sa garantie. Ce que j'aime bien, c'est du concret, ça marche. Oui. Il y a un cran de plus, monsieur, c'est qu'en France, il y a 2 500 000 PME, globalement. Oui. Il suffirait qu'on finance, alors par madame, parce qu'elle vient de dire, ou par l'État, parce que quand même, cet État qui met partout de l'argent pour rien, si l'État, chaque PME, on l'oblige à prendre un chômeur.
ça fait 2 500 000 chômeurs de moins. Admettons que ça échoue à un Ouais, tiers. c'est pas si Admettons. facile que Non, ça. c'est Mais pas bon, évident. C'est pas évident. Wow. Parce qu'on donne du pognon en même temps. Non, mais c'est pas bien. Et mettons qu'il n'y en ait que la moitié qui marche. Ça ferait déjà 1 million de chômeurs de moins. Ben voilà. oui, voilà. Donc ça va dans le sens. Et oui, je voudrais J'aime bien parce que rajouter. tout ça est plein de bon On sens. va Je- faire je un vous donne la gouvernement parole. et Je puis voudrais le gars va prendre comme rajouter, président. je voudrais rajouter pour les auditeurs que pour trouver les dossiers, ils vont sur le site internet Ouais. qui s'appelle www comme d'habitude, financement-tpe-pme.com. Vous avez tous les dossiers à télécharger de 4 pages maximum. On mettra ça sur le blog de l'émission, évidemment, bien entendu. Nicolas de Diffré, je ne vous ai pas donné la parole encore, mais c'est vrai que tout s'emballe. Non, là. mais Allez-y. j'étais très content d'entendre qu'on parlait beaucoup des TPE et des PME, parce que moi, de manière générale, donc je suis entrepreneur depuis 4 ans maintenant, et ce qui me choque et me frappe vraiment en France, c'est que moi, je vous dis, on représente des entrepreneurs. On en a 40 000 sur notre site, 40 000, et c'est à 95% des femmes. Donc c'est assez extraordinaire pour nous d'être au contact de cette population-là, et on voit qu'il y a un terreau phénoménal en France. Mais ce qui me choque quand j'entends parler de nos politiques et nos représentants au niveau national, c'est qu'ils sont tournés uniquement vers le passé. On ne parle jamais de notre avenir, et j'ai l'impression qu'on investit pour défendre notre passé, mais on n'a pas de stratégie offensive en France. Et c'est pour ça que moi, toutes ces idées qui ont été mentionnées me plaisent beaucoup et me parlent. Parce que j'ai l'impression qu'enfin, c'est des idées qui nous tournent vers l'avenir. Parce qu'à force de taxer notre futur pour financer notre passé, eh ben on va finir par plus avoir de futur. Et moi, c'est vraiment ça qui me fait peur en France. Je vois un potentiel phénoménal, mais des gens qui sont tournés vers le passé. On parlait des chômeurs, à essayer de protéger, d'aider le chômeur, mais sans penser à aider l'employé qui sera demain. Donc vraiment, je pense qu'il y a Mais monsieur, un changement d'état Il y a aussi d'esprit. une grosse évolution. Parce que moi, je mettais en cause les médias il y a Ouais. encore 6 mois. Aujourd'hui, il y a des médias, comme par exemple Oui. BFM, Alors qui là, se je suis mettent à en absolument parler. d'accord. Ouais, Ça change tout. Ouais, Voilà. et il faut continuer. Voilà, on essaie de contribuer à notre oui, manière donc aussi. ça Il change, n'y a pas de raison. Thibault Langsat, il me reste une petite minute. Vous aussi, vous aviez eu une sortie assez intéressante lorsque le président Hollande avait parlé de l'emploi des jeunes, en disant qu'il faudrait peut-être imaginer de faire une V2 du contrat d'apprentissage et de faire travailler ces jeunes, plutôt que de faire encore d'un système de vases communicants pour pouvoir les accompagner. Très concrètement, les mesures qui ont été prises, que ce soit sur le contrat génération ou les contrats d'avenir, on n'est plus dans des mesures sociales. Alors, c'est important. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas ne pas traiter ces jeunes. Les jeunes qui sortent du système scolaire sans aucun diplôme, il y en a à peu près 150 000. C'est d'abord le rôle de l'éducation, et c'est à l'éducation de reprendre en main. Ce n'est pas le rôle des entreprises. Les envoyer dans les administrations, si ça leur permet de pouvoir obtenir un job, d'être occupé, une rémunération et un tant soit peu une formation, je peux m'en réjouir. Il n'en reste pas moins que ça ne résoudra absolument pas le problème. Et donc, les produits de l'éducation doivent être en partie financés, gérés par l'éducation. Il y a un gros problème de formation, et n'attendons pas des entreprises de jouer ce rôle, de reprendre en main ces jeunes qui sont un peu en déshérence. On pourra le faire à partir du moment où on aura un certain nombre de leviers pour pouvoir le faire. Oui. Et ce n'est pas réellement de notre responsabilité. Sur les contrats de génération, c'est plutôt pas mal. Ceci étant, les entreprises vont adapter, prendront, mais le vrai sujet, c'est de pouvoir intégrer ces jeunes. Et je pense que notamment dans les petites et moyennes entreprises, le système de déduction des charges me paraît évident. Il faut véritablement qu'on embauche. Et pour cela, pour les petites boîtes, il y a des mécanismes de financement qui sont remarquables que je découvre ce matin. Mais il faut que les charges soient moins élevées. Alors, on n'arrête pas de se plaindre, on l'a vu tout à l'heure, mais il y a aussi des solutions très concrètes qui sont intéressantes. En attendant, il y a d'autres pays, je pense cette semaine, le Canada qui a lancé son visa start-up pour aller entreprendre là-bas. Vous avez aussi l'Irlande et même le Luxembourg qui ont de vraies stratégies d'accueil pour les entrepreneurs étrangers. Tout ça, si on continue comme ça, risque de décourager beaucoup d'entrepreneurs de notre pays, peut-être aller ailleurs, j'en sais rien. Est-ce que c'est un cliché? Est-ce que c'est pas un cliché? Tiens, Thibault Langsad, président d'Acoba et candidat à la présidence du MEDEF, il y a un risque de voir ces jeunes partir? Il y a un risque qui est tout à fait réel. Alors, c'est difficile de le mesurer, soyons très, très sérieux là-dessus, parce qu'on ne peut pas réellement le mesurer. Maintenant, il y a un indicateur qui est tout à fait fort, c'est que quand on regarde les chiffres de la FIC, sur le financement via les business angels, on est en diminution de 40% par rapport à l'année dernière. Et quand on regarde et quand on demande à Oseo, quand on demande aux différents fonds, le deal flow, c'est-à-dire le dossier des jeunes entrepreneurs qui fait des demandes de financement, est en recul de 30%. Bon, alors il y a probablement
une dynamique entrepreneuriale qui est un peu réfrénée, qu'il faut réveiller. Et puis, il y a peut-être des entrepreneurs qui ont mis des voilures autre part qu'en France. Mais il faut faire très attention parce qu'on n'a pas de chiffres extrêmement précis pour pouvoir Non, le mais dire. complètement. Mais on a l'impression que tout le monde fait un appel du pied. Ça veut dire qu'il y a des talents dans ce pays et qu'on aimerait bien Après, que ça y aille. non, il y a un autre point, c'est que moi, je ne trouve pas ça choquant. Quelqu'un qui va vivre une aventure entrepreneuriale pour mieux revenir, il va faire une expérience à l'international très Bien forte. sûr. Et c'est plutôt à encourager. Le fait d'aller développer son entreprise autre part n'est pas un signe forcément d'accord. d'une mauvaise terre d'accueil en France. J'entends bien, mais c'est vrai que les Britanniques nous ont taclés en permanence ces derniers temps. C'est vrai. C'était pas très tendre pour l'entrepreneuriat C'est vrai. français, il faut quand même dire ce qui est. Alors, on a évoqué tout à l'heure, juste avant la pause, cette question des charges. Elles doivent baisser une bonne fois pour toutes, mais il y a quand même une mesure qui arrive qui s'appelle le crédit d'impôt compétitivité emploi. Hein, je crois que c'est ça, hein, c'est ICE. J'ai toujours peur de confondre. Agnès Bricard, présidente du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Ça va dans le bon sens, cette affaire-là? Ou c'est une nouvelle machine, un nouveau machin ou machine à gaz, comme vous, usine à gaz, je ne sais pas. Non, je dis que cette mesure, c'est la plus forte actuellement. Je ne parle pas du crédit innovation, hein. Je parle bien du CICE, qui veut dire crédit, impôt, compétitivité, le C, et emploi. C'est-à-dire qu'avec cette somme que je vais déterminer, qui est de 4% sur la masse salariale la première année en 2013, et qui sera de 6% sur la masse salariale en 2014, attention à la masse salariale, on prend tout, sauf, en tant que tel, ceux qui gagnent au-delà de 2,5 le SMIC. Donc il faudra faire attention que chaque mois, quand on va regarder ces droits acquis, s'il y a un 13e mois, il y a des gens qui vont sortir du calcul à la fin de l'année. Mais ceci étant dit, quand on regarde quelque chose qui pourrait être simple, les entreprises qui s'appellent des TPE, je reviens là-dessus, admettons, elles auront une moyenne entre 6 et 10 000 euros. Qu'on regarde à peu près, ce que ça veut dire, si on a une masse salariale à peu près de 150 à 200 000, vous voyez bien que ça fait tout de suite 4% sur 150 000, ça fait tout de suite, comme on le voit, 6 000 euros. Eh bien, cette somme-là doit être affectée au recrutement, aux investissements, aux marchés nouveaux, aux produits nouveaux, aux expositions, aux salons, à tout, je dis bien à tout, c'est la première fois que ce n'est pas restrictif, sauf à verser des dividendes aux actionnaires. Donc si on a le droit à tout sur cette somme, ce qui a été décidé, c'est que normalement un crédit d'impôt, ça se déduit l'année suivante, en 2014, sur soit l'IR, l'impôt sur le revenu pour les entreprises individuelles, soit l'IS, l'impôt sur les sociétés pour les sociétés, et qu'on a décidé de préfinancer cette somme dès 2013, et que les réseaux bancaires ont été appelés par Bercy en disant « Souhaitez-vous, pouvez-vous, nous pensons qu'il serait bien que vous préfinanciez ». Donc avec Oseo qui va apporter sa garantie, c'est lancé comme mouvement au niveau de Bercy. Je trouve que c'est une très bonne idée puisque ce sont donc beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on parle de 14 à 20 milliards qui risquent en 2013 d'être présents dans l'économie. Il faut que ça soit préfinancé. Et donc, comme ces sommes aujourd'hui, les 2,5 qu'il faut soustraire de la masse salariale, j'ai parlé des 13e mois qui feront peut-être justement changer les choses parce qu'ils vont gagner plus de 2,5 et ça sera à partir de 0 € qu'il faut soustraire. On a donc proposé un tiers de confiance comme nous, l'expert comptable, pour apporter au banquier la validité de son préfinancement. Ah. Bon, on est là pour tout se dire. Hein. Moi, oui, j'ai bien compris. Mais est-ce que baisser les charges, c'était pas plus simple finalement que d'inventer ce dispositif? Ça, c'est le premier point. Est-ce que ça va pas peut-être développer le gel des bas salaires exprès pour rester dans le cadre? Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, alors encore une fois, je vais vous faire de l'économie facile. Mais on a bien vu que les taxes professionnelles ont explosé, l'IS va exploser, c'est-à-dire que cet argent qu'on va récupérer d'un côté, on risque de le reverser de l'autre d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est pas trop compliqué qu'on aurait pu faire plus simple? Voilà. Sur ce dispositif-là, c'est la première fois que je vois un dispositif aussi simple. Vous avez raison. Vous avez raison. J'ai rien à dire sur le dispositif. Sur le préfinancement, 14 à 20 milliards dans l'économie, ça compte. Maintenant, est-ce que on n'a pas dit que ça serait financé par la TVA? Vous vous souvenez que c'était ça l'objectif. Maintenant, baisser les charges sociales. Le problème aujourd'hui, vous le savez bien, c'est qu'il y a X milliards dans les organismes sociaux qui sont nécessaires pour continuer à amener ce qu'on appelle les transferts sociaux. Donc tant qu'il n'y aura pas eu réellement des glissements progressifs d'année en année, on ne peut pas d'une année sur l'autre décider d'arrêter. C'est impossible. Ce sont des hommes et des femmes chez eux en ce moment qui ne pourraient pas supporter le choc. Ça s'appelle des transferts sociaux. Ouais. Donc trouver cette idée qui est aussi simple avec un préfinancement, je pense qu'aujourd'hui c'est le dispositif numéro 1
pour la relance de l'économie. Merci pour ces précisions. Thibault, donc, vous voulez intervenir. Puis vous prenez la parole, hein, bien entendu, si vous avez non mais des oui, compléments restons d'information. positifs. On reste C'est positif. une somme qui est tout à fait significative, 20 milliards, probablement entre 14 et 20 milliards. Probablement, il aurait fallu aller au-delà pour réellement créer ce choc de compétitivité. Il n'en reste pas moins que pour un chef d'entreprise qui doit produire un peu moins cher, parce que l'origine de cette loi, c'est de faire en sorte que l'on soit plus compétitif par rapport aux autres acteurs. Eh bien moi, quand je calcule un produit, le coût de revient d'un produit, j'y intègre ma matière première, mon service, la masse salariale, et je n'intègre pas le CICE dans mon calcul. Et donc, il y a une forme un peu complexe pour le chef d'entreprise, parce que tout ceci doit se retrouver dans le prix facturé au client pour être plus compétitif. C'est certainement ça le sujet. Et donc, on est dans un mécanisme un peu intellectuel qui fait que c'est complexe pour le chef d'entreprise. Et c'est ça, moi, le défaut. Il n'en reste pas moins que la somme allouée est importante. Après, on est sur des bornes qui sont quand même très limitées. Et vous voyez, dans mon entreprise, sur une masse salariale d'1,5 million, eh bien, avec 20 collaborateurs, ça va me rapporter 7 000 €. C'est très bien, je vais probablement augmenter mes collaborateurs. Est-ce que ça va me permettre d'embaucher quelqu'un? Non. Voilà. Alors, je vais donner la parole à Nicolas de Diffré, qu'on l'a pas beaucoup entendu, puis je vous donne la parole, bien entendu. Oui, alors moi aussi, pareil, je trouve que c'est une excellente mesure qui était nécessaire, mais contrairement à ce que Madame Bricardi, qui est, je pense, beaucoup dans les chiffres, et c'est sans doute pour ça que pour elle c'est assez clair et simple, mais moi je vous dis mon avis. Comptable en même Voilà, temps. exactement. Donc, voilà, mais moi je vous dis ma vision d'entrepreneur de tous les jours, c'est que pareil, ça ne nous a pas débloqué des recrutements chez nous, cette mesure. Pour deux raisons, parce que on sent qu'il y a quand même, c'est pas aussi clair qu'une baisse des charges pure et simple, et deux, il y a tellement de mouvements et de changements dans les règles qu'on nous impose à nous, société, que on se dit on va attendre de voir ce qui tombe, et on ira après. Et donc, on parlait de créer un choc psychologique. Je vous dis clairement, chez nous, il n'a pas été créé par ça. Après, c'est très bien, il faut aller dans cette direction, il faut continuer dans cette direction. C'est intéressant, ça veut dire qu'on est dans un environnement légal et fiscal extrêmement trop compliqué. Quand on voit dans une société, et puis après je vous donne la parole à tous. Quand on voit dans une société, moi je le constate même dans notre petite société, la complexité, ce que ça fait comme mal à la vie d'entreprise. Quand je vois moi la complexité qu'il y a au niveau de l'État, mais je me dis si simplifier un peu certains fonctionnements de l'État, ça créerait une valeur phénoménale pour la France. Alors, de façon très pragmatique, rapidement, nous on a mis en place dans notre entreprise le statut GIE, on a bénéficié du CIR, du crédit impôt recherche, parce qu'on a un statut innovant. On a mis en place des remboursements anticipés de TVA, comme nous l'a proposé, l'a mis en place le gouvernement, qui sont des mesures excellentes. La contrepartie de tout ça, c'est que tous les indicateurs se sont allumés au rouge auprès de l'administration, qui est un peu schizophrénique, qui a envie de vous aider, mais qui derrière vous contrôle. Et donc, une fois que vous avez ces subventions, ces mécanismes qui se mettent en œuvre, vous arrive la batterie des contrôles, que ce soit de l'administration fiscale, de l'inspection du travail, du ministère de la Recherche, pour savoir si vous êtes éligible à tous ces mécanismes. Et donc, c'est aussi lourd c'est un travail qui est extrêmement lourd de justifier auprès de l'administration la bonne mise en place de ces dispositifs. Et pour une TPE, c'est compliqué. Et pour une TPE, c'est encore plus compliqué. Marie-Thérèse Bertini, puis je vous donne la parole. Moi, je suis carrément contre au plan éthique et au plan psychologique, parce que je trouve que un des gros problèmes de l'emploi, c'est précisément qu'il y a une dévalorisation de la notion de travail, il y a une dévalorisation de la notion de patron, et en particulier de patrons de petites entreprises, et que ça, c'est une mesure de plus qui est administrative, gluante, enfin, qui n'a rien à voir avec l'essor qu'il faut lancer pour que ça marche à nouveau. C'est une mesure de plus vers le bas, et pas une mesure vers le haut. Et donc, moi, je pense qu'il faut vraiment faire que les patrons soient désormais des chefs de file, avec la notion réellement de patron, c'est-à-dire le leader qui amène à bon port une entreprise. Et deuxièmement, il faut que la notion de travail soit revalorisée. Regardez par exemple, un gars qui est dans la danse ou dans le sport, il est prêt à travailler 45 heures sans aucune heure supplémentaire ni rien du tout. Le gars dans une entreprise qui dépasse 30 heures, c'est la fin des haricots, parce que le travail, c'est pas valorisé. Mais c'est pas normal, ça. Dans votre entreprise, vous menez vos collaborateurs oui, à ce qu'ils soient passionnés par ce qu'ils font. Voilà. Oui, il faut qu'ils soient passionnés, sinon ça sert à rien. On passe tellement de temps au travail, autant qu'on soit passionné, vous me direz. Monsieur, qu'on rajoute des trucs, pourquoi pas. Mais quand même, après, pour le dire qu'on y a droit, etc., c'est tellement long qu'on abandonne tout de suite. Une réaction, Agnès Bricard? La réaction, elle est simple, c'est que si le CICE, c'est environ, comme j'ai dit, pour une TPE, volontairement, parce que si je regarde les transports, vous avez vu les montants que ça suppose. Dans les transports, on est à 4 milliards, dans le secteur transport. Dans le secteur distribution, on est aussi à 3-4 milliards. Donc on a des vrais secteurs où les salaires sont en dessous des 2,5, et donc on rentre plein pot à 4 ou 6%. Mais prenons la TPE, puisque nos auditeurs sont des TPE. Soyons clairs, on sera dans des montants, comme j'ai dit,
de 7, 10 000, 15 000, 20 000. C'est le besoin d'oxygène aujourd'hui, financier, dont ont besoin les entreprises qui pourront, avec cet argent-là, comme j'en ai parlé pour les petits crédits de 25 000, j'ai bien dit faire du recrutement, j'ai bien dit faire des investissements, faire des salons, faire des expos, faire de l'export. Donc ça veut dire que c'est la première marche pour que réellement il y ait un choc. Et si on parle de préfinancement en 2013, ben c'est vrai que réellement il y aura le choc. Et c'est simple le calcul, que tous les auditeurs nous entendent, et les pouvoirs publics ont ouvert un site qui s'appelle Ma Compétitivité, et qui dit voilà votre calcul, 4% cette année, 6% l'année prochaine. Je pense que c'est un vrai choc, parce que tout est possible, je dis bien au niveau de ce que j'ai lu en fiscal, et que du coup, il n'y a pas ce côté coercitif qui supposerait derrière un contrôle pour aller vérifier. Oui, Il y a beaucoup de gens qui sont dubitatifs la autour de cette notion de table. compétitivité là, dont on parle beaucoup, c'est pas ça quand même. La compétitivité, c'est pas que le travail coûte moins cher, c'est que l'entreprise vende quelque chose qui a plus de valeur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Hein. Si par exemple les Allemands ils réussissent dans bien des plans, c'est parce que quand ils vendent un truc, il est meilleur que nôtre. C'est pas parce qu'il coûte moins cher. Alors là, je suis très Enfin, on peut ouvrir les très. débats La là-dessus. compétitivité, Ah, on peut ouvrir le la débat. compétitivité passe par des salons, passe le fait Oui, que les oui, entreprises puissent présenter leurs produits. Bien et sûr. nous, on n'avait pas pensé dans ce réflexe à dire on finance. C'est ça le CICE, c'est le Moi, je financement. considère que c'est du plus. Une dernière partie de cette émission spéciale du Business Club de France, ici au Salon des entrepreneurs qui s'est déroulé cette semaine à Paris. On a parlé des entreprises il y a 20 ans, des entreprises aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle des entreprises dans les 20 prochaines années. Thibault Langsad, ça c'est un boulot pour vous. Là, vous rentrez en pleine campagne pour la présidence du MEDEF. L'élection a lieu au mois de juillet. Hein, voilà. Ça veut dire quoi? Ce qu'on s'est dit là, parce que là on était plein de bon sens. Parce qu'il faut quand même... allez, je vais mettre les pieds dans le plat. Jusqu'à présent, on a des entrepreneurs, on a les experts comptables, ils arrivent avec de bonnes idées. Quand ça touche la sphère supérieure, on va dire le pouvoir public, j'ai l'impression que ces idées ont disparu quelque part et qu'on ne les a pas retenues. Ou on ne les a même pas écoutées peut-être. Alors on peut se dire, est-ce que les organisations ont fait leur boulot pour faire passer ces idées? Certainement oui. Après, on ne les a plus entendues, donc on a un peu lâché, puis on est resté un peu sur la même position. Vous partagez cet Eh ben, avis-là? moi, je vais vous donner une position très claire. Dites-moi. Il y a les assises de l'entrepreneuriat prochainement, lancées par Fleur Pellerin. C'est une excellente initiative. Il y a 9 groupes de travail, on a nommé des personnes qualifiées qui vont plancher notamment sur le statut fiscal de l'entrepreneur. Eh ben, j'ai un énorme regret, voire même une petite inquiétude sur ces assises. Je ne comprends pas pourquoi les organisations patronales ne sont pas associées. Aujourd'hui, il y a Croissance Plus, il y a la CGPME et évidemment le MEDEF que je représente. Il y a l'UNAPL, l'UAP, qui sont des organisations patronales et qui doivent donner leurs sentiments, partager cette information. Et je pense que les assises de l'entrepreneuriat doivent être menées par les organisations professionnelles. Quand on parle du statut de l'entrepreneur, ça émane de chez vous. C'est des réflexions qui doivent être partagées. Et je pense que le pouvoir politique qui lance ces assises n'ont pas consulté suffisamment les organisations patronales. On parle du paritarisme avec le syndicat et le patronat. Je pense que le paritarisme patronal pourrait être quelque chose de tout à fait nouveau pour justement prôner et trouver des mesures pour les entrepreneurs. Si on se projette dans les 20 ans à venir, il va falloir quand même qu'on fasse des efforts, enfin que vous fassiez des efforts, vous patrons, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, dans le système éducatif et dans les manuels scolaires, waouh, qu'est-ce qu'ils prennent cher les entrepreneurs. Et on a l'impression que tout ça, c'est un peu répandu dans la société. Revaloriser la notion de patron, hein. Voilà. Et puis même au niveau enfin, Basiquement. des différents dirigeants politiques, il y a une peur c'est vrai. parce que... Ils s'imaginent que les patrons, c'est politiquement- que le CAC 40. C'est pas le CAC 40, les patrons. Pour ça, on est d'accord. Alors, il est envisagé, Agnès il est Ricard. envisagé pour consacrer ce statut justement d'entrepreneur de créer un passeport. Hein, comme on a un passeport pour les sports, comme on a. Et ce passeport serait la consécration de ce que j'appelle aussi le passeport entrepreneur, Ouais. serait aussi la consécration de ce qu'on appelle un accompagnement. Parce que tout existe entre guillemets à la création avec la PCE, l'Agence pour la création d'entreprises. Et aujourd'hui, on constate que c'est une réussite. Pour autant, dès qu'on est en post-création, on n'a plus personne. Donc tout existe à la création avec des réseaux qui s'appellent Entreprendre, qui s'appellent France Active, qui s'appellent France Initiative. Mais en post-création, il n'y a plus. Donc le passeport entrepreneur permettrait de suivre 3 ans après, 6 ans ou 10 ans après, et donnerait, j'espère, en création de valeur, du sens à ce statut. Parce que 10 ans après, qui suis-je? C'est ça la vraie question. La jeune entreprise innovante, elle bénéficie, comme on sait, de tous ses avantages. Et tant mieux, parce que ce n'est pas facile de trouver de l'innovation. Donc je trouve que tant mieux d'offrir ces impôts, exonérations et autres charges sociales. Mais il faut aller plus loin, et 20 ans. Parce que moi, une entreprise, ce n'est pas à 10 ans, c'est Bien même sûr. à 20 ans. Bien sûr. Donc ce Bien sûr. passeport qui est prévu par Fleur Pellerin, par notre ministre actuellement, c'est une idée. Maintenant, pour le côté dont vous apportez une contribution sur dire pourquoi on n'a pas été, entre guillemets, plus présent.
il y a un site internet qui vient de s'ouvrir et qui permet de verser ses contributions. Nous, les experts comptables, on a versé nos contributions, alors comme vous, on n'était pas spécialement invités. Mais ça Donc reste ça une veut dire, contribution, oui, mais une attendez, discussion. ça veut dire que quand même, il y en a eu 345 qui ont été déposés pour les assises de l'entrepreneuriat, qu'il faut continuer, qu'il y a des conseillers, vous le savez bien, de nos ministres, qui sont en train de les dépouiller pour présenter. Et je crois que ça, il faut quand même le dire, parce que c'est la première fois qu'il y a des consultations à l'identique de l'Europe. Ce qui veut dire, Thibault Langsat, juste pour poursuivre un petit peu, que votre volonté est de rapprocher davantage le monde de l'entrepreneuriat. Bon, là, on vient de voir par rapport à des contributions liées à ces assises. Mais vous, votre idée, c'est que le monde patronal fasse partie de la société, je dirais, à part entière. Mais oui, parce que moi, alors pour le coup, on va être très concret. Tous les dispositifs dont vous parlez sont des dispositifs formidables. On est en train de réaliser, enfin, le gouvernement a pris une mesure forte qui est la création de la banque publique d'investissement. C'est quelque chose de tout à fait essentiel. On va regrouper enfin tous les dispositifs financiers pour l'entreprise, de soit Oseo, la Caisse des dépôts et consignations, du FSN, c'est très bien. En revanche, le pendant, c'est quoi? C'est le guichet unique pour rassembler l'ensemble des services que l'on propose aujourd'hui aux entreprises. Vous parlez de l'Agence nationale pour la création d'entreprises, c'est super, mais c'est éclaté par rapport aux services que peut proposer une chambre consulaire. C'est également éclaté par rapport à ce que peut proposer un MEDEF territorial. C'est également proposé ce que peut proposer une UMM locale. C'est également éclaté par rapport à ce que peut proposer une collectivité locale et territoriale. Ça fait 20 ans que Et j'entends donc, parler ça de fait ça. 20 ans. Oui, mais il n'en reste pas moins que je pense que la responsabilité des organisations patronales est essentielle parce que nous savons très exactement ce qu'il faut porter maintenant à la connaissance des chefs d'entreprise et des entrepreneurs. Et donc, ce guichet unique peut avoir lieu sous la forme d'un paritarisme patronal qui permet justement de concentrer l'ensemble de ces dispositifs. Vous êtes élu, vous le mettez réellement, ce guichet unique? Bien sûr. Vous n'allez pas me dire le contraire en même Bien temps. sûr. Non, mais ça, Vous êtes attends, en mais pleine campagne. bien sûr que Alors, c'est, faut pas lui mais demander. bien sûr que c'est un point qui est Non, 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 capital. mais parce que ça, Il a c'est- raison. Mais Tout vous le parlez- monde a ouais, essayé de le regardez, faire. alors, je vais vous le dire autrement. Ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe au Canada, c'est le Small Business Act. Ouais. C'est souvent abordé sous l'angle des marchés publics. Mais aux États-Unis, le Small Business Act, c'est aussi une Small Business Administration. Et je vais vous donner un exemple concret. Au Canada, c'est quoi la Small Business Administration? C'est des call centers qu'on met à disposition de jeunes startups pour pouvoir trouver leur première commande. Donc vous avez du phoning, vous avez des gens qui vont passer des coups de téléphone pour obtenir la première commande. Tout ça, ce sont des services qui doivent être donnés aux entrepreneurs avec plus de lisibilité. Ouais, mais moi j'entends parler ça depuis très longtemps. Quand même, Allez-y, monsieur, Marie-Thérèse moi, quand Bertini. j'écoute monsieur, il est très convaincant, mais je trouve par-dessus tout qu'il faut une rupture de système en France. Tout ça, c'est quand même tout le temps du recrassucé des mêmes choses. Prenons, je l'entends parler d'Oseo là depuis une heure. Oseo, moi je suis désolée, j'ai fait appel à Oseo, c'est du bidon complètement. Je suis pas sûr que Attendez, toutes les attendez, entreprises- attendez. Je peux le dire. je Non, peux non, le dire. Oseo, Et je attendez. l'ai- et je Parce l'ai que ça n'a dit pas en- fonctionné je l'ai pour dit- vous. Non, pas du tout. Vous étiez Attendez. peut-être pas Non, éligible, mais je ne sais attendez, pas. si vous êtes tous Soyons pas si d'accord. radicales. Si Non, vous êtes tous d'accord avec ça, on n'a plus rien à dire. Non, non. Je vous dis que c'est faux. Oseo Innovation? Oseo, tous. Ah non, Non, c'est non, non, il y a génial, ça plusieurs. fonctionne. Non, attendez, Ils ne financent pas. Non, mais attendez, il y a Oseo Innovation, l'ancien en va, il y a le Oseo Bon, enfin, Commande Publique. Moi, ça ne me dérange pas. Aux commandes publiques? Non, c'est pas ça que je veux Non, mais dire. Je veux attendez, dire que il y a Oseo il Garantie. nous faut une Attendez, il y en a rupture des en France. Oseo. Mais Donc, oui, mais je reprends bien sur l'idée que madame a rebondi. C'est qu'aujourd'hui, on constate que dans une maison qui s'appelle Oseo et qui va devenir BPI, puisqu'on nous l'a annoncé, hein, il y a, il faut le savoir, avec un guichet unique, la possibilité de mieux comprendre ce qu'on finance. Quand on allait chez Oseo, on se disait, je suis une jeune entreprise innovante, j'ai un Oseo Innovation. Je réponds à des appels d'offres, j'ai un Oseo Commande Publique. J'ai besoin de garantir un emprunt, j'ai un Oseo Garantie. Mais je suis en modernisation dans mes restaurants, Oui, mais j'ai un madame, Oseo Modernisation moi, j'ai un Restaurant. Oseo trompeur. C'est-à-dire, moi, j'ai un Oseo qui me dit, madame, si vous avez besoin à un moment donné de 200 000 euros, eh bien, vous allez les garantir par votre société BIS qui est hyper pléthorique au niveau de sa trésorerie, en com apporter de l'argent. Eh ben- Parce que moi, je trouve que c'est très bien ce que vous avez fait. Mais au premier niveau, je pense qu'une PME, elle doit avoir une bonne trésorerie. Alors, Voilà. C'est le premier objectif. Il faut qu'on aille vite. à Pas 20, parler bien en ans, face. à 20 ans, vous avez posé une question. À 20 ans, l'entreprise, Ouais. ça sera quoi? Voilà. Je on y peux va. souhaiter qu'à 20 ans, je le dis sincèrement, une entreprise soit exportatrice. Donc aujourd'hui, on a 100 000 entreprises, on devrait en avoir 200 000. Et on a proposé au ministre, Madame Brick, justement, qu'on ait un réflexe export dans l'entreprise de la façon suivante. Dès lors que je ne suis pas une jeune entreprise innovante qui exporte naturellement, je suis l'entreprise à 95% d'aujourd'hui, eh bien je devrais pouvoir avoir le même crédit d'impôt que celle qui embauche un directeur à l'export. Parce qu'aujourd'hui, je ne prends pas le risque d'embaucher. Je suis une entreprise qui se dit je veux bien aller à l'export, mais je vais affecter ma secrétaire, je vais affecter un salarié. Eh bien le fait qu'ils s'affectent, on devrait pouvoir faire par un tiers de confiance une position qui est de dire
le tiers de confiance, admettons, c'est l'expert comptable, il peut y en avoir d'autres, hein, soyons clairs, et il valide que l'affectation de la secrétaire ou de tout autre salarié mérite le crédit d'impôt export, ce qui permettrait dans toutes les entreprises de dire je fais ma note sur l'export, je la transmets à BPI ou l'ancienne Oseo, et j'ai d'un seul coup toutes les entreprises qui vont dire voilà mon projet export. Le réflexe export, c'est l'affectation d'un salarié avec le crédit d'impôt concomitant. Nicolas Dodiffet. Alors oui, moi je suis assez d'accord avec ça. Pour quelle raison? Parce que je pense qu'un des enjeux majeurs pour la France, je pense qu'il y a un terreau, comme je l'ai dit déjà, formidable pour l'entrepreneuriat en France et qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Alors il y a des simplifications à faire. En tout cas, il y a des envies, voilà, des talents. voilà, ça, il y a des envie. envies, des talents, il y a des dispositifs qui sont quand même bons, peut-être simplifiés. Il y a des choses qui ont été faites très récemment qui sont un peu dangereuses. Mais globalement, je pense qu'au niveau de la création à proprement dit d'entreprise, il y a quand même beaucoup de choses en France. Mais il y a un enjeu qui pour moi est majeur après en France, c'est de faire passer les PME, ou les petites entreprises, du statut de petite entreprise au statut d'entreprise de taille intermédiaire. Et ça passe souvent par l'export. C'est pour ça que je pense qu'il y a une vraie réflexion. Et on dit beaucoup que par exemple la différence entre la France et l'Allemagne, c'est les entreprises de taille intermédiaire. Et donc il faut qu'il y ait une vraie réflexion en France sur comment on accompagne des entreprises de 20 personnes à des entreprises de 500 personnes. Et ça passe par l'export notamment. Il nous reste 2-3 minutes. Je voudrais qu'on parle de l'entreprise dans 20 ans. Je vais vous donner la parole, Marie-Thérèse Bertini. L'entreprise, je ne veux pas dire idéale, mais dans 20 ans, ça sera quoi? Alors pour vous, ça sera place nette, ça sera simple? C'est carré, les patrons, on sait ce que ça veut dire, ils ont des responsabilités, ils sont compris. Le travail, c'est valorisant. Hein. L'individu, il est prôné, il est vraiment mis au centre du processus et il est heureux. Il va dans son boulot, on ne fait pas un schisme entre le travail et la vie de famille et ceci et cela. Tout le monde doit être un global et il faut faire une rupture de système, vraiment. Carrément. Thibault Langsade. L'entreprise en 20 ans, je pense que la cour de récréation aujourd'hui d'une grande partie de nos entreprises, c'est la France. Il faut qu'elle devienne européenne et bien évidemment mondiale. Le défi technologique est là et il n'y a aucune raison que ces barrières se mettent en place et qu'on n'ait pas cette capacité d'exportation. En revanche, le point qui, à mon avis, manque dans la réflexion export, c'est qu'on peut mettre en place tous les dispositifs de financement, d'aide auprès des réseaux. Il n'en reste pas moins que la taille de nos entreprises est insuffisante pour exporter. Regardez ce qui s'est passé très concrètement en Libye. Nous avons porté une politique étrangère forte, une politique armée forte. Eh bien, qui sont les entreprises qui sont sur place et qui ont les marchés? Sur les grands marchés, il n'y a aucune entreprise française. Pourquoi? Parce que nos entreprises ont une taille insuffisante pour être en capacité, on va dire, d'exporter. Ouais. Et donc, il y a des build-up qui vont s'opérer. Il faut rapprocher les entreprises, il faut les concentrer. Et ça, c'est un chantier qui est gigantesque et qui touche, on va dire, à la mentalité du chef d'entreprise. On a un financement qui est très sur de la dette. Il faut ouvrir nos capitaux, il faut ouvrir le capital de notre société, il faut probablement se rapprocher. Et là, il y a une mentalité, une révolution mentale qui doit s'opérer. Voilà, Thibault Langsade, candidat, et il est déjà devant à la présidence du MEDEF. Agnès Bricard, pour finir, votre mandat se termine là au mois de mars. Le 12 mars. Et après, d'autres combats, vous allez continuer à avoir cette pêche? Je crois que vous m'avez entendu parler de l'export. Ouais, c'est votre prochain chantier. Et que toutes les entreprises aient le réflexe export. Après, on pourra évidemment s'additionner. On pourra évidemment faire des grappes pour aller exporter, mais il faut déjà créer le réflexe export. Ouais. Ça, je pense que c'est essentiel. Et puis surtout, il faut les sécuriser. Et moi, je dirais qu'aujourd'hui, nos entreprises s'appellent nos TPE, je reviens bien sur les moins de 20, elles n'ont pas pris conscience de leur valeur et qu'aujourd'hui, travailler par exemple sur leur valeur immatérielle, qui est notamment leur savoir-faire, c'est donner aussi la possibilité de réfléchir à quels droits elles ont, quels sont leurs droits sur les dispositifs publics. Aujourd'hui, il n'y a pas, et si on a un passeport de l'entreprise, c'est peut-être de dire le droit à l'accès aux dispositifs publics. C'est ça, les passeports. Voilà qui est dit. Si vous êtes d'accord, on va s'arrêter là, on peut pas aller plus loin. On peut poursuivre cette discussion sur notre blog, ça s'appelle businessclubdefrance.com. Apportez-nous des idées. Aujourd'hui, j'espère qu'on vous a apporté quelques idées bien concrètes. Merci de votre fidélité. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission et à vous toutes, bien entendu. Et à la semaine prochaine.